On a préparé avec Jean-Pierre 2 diapos chacun, une sur les faits marquants, les points principaux qui ont été abordés dans les 2 sessions, et ensuite plutôt 2 autres diapos sur les questions de recherche qui émergent suite aux échanges qu'il y a eu dans la salle notamment. Et voilà, donc on va faire ça à 2 voix. Je vais présenter la première dia qui concerne la session 1. Donc en reprenant les 3 volets qui ont été abordés, on a eu tout d'abord des choses qui ont été présentées sur l'apport indéniable des observatoires qui ont été mis en place pour suivre les transferts entre les ressources en sol contaminées et le milieu aquatique en particulier, haute surface ou souterraine, avec des quantifications beaucoup plus précises qui sont permises par les suivis et à fréquence hebdomadaire sur la qualité de l'eau pour quantifier les flux et de les évaluer par rapport aux stocks qui sont dans les sols contaminés, avec la problématique aussi liée à la forte hétérogénéité de ces sources dans l'espace, en lien avec les types de sols, mais aussi le milieu géologique. Des précisions sur la dynamique des transferts, le temps de résidence de la chlordécone lors de son chemin des sols vers les milieux aquatiques. Également des précisions sur les formes dissoutes et particulières. Tout ça, c'est des avancées significatives des récents travaux sur ce volet. Et ces 2 sites observatoires, donc d'Opale, en Martinique comme en Guadeloupe, sont des terrains de jeu privilégiés qu'il faut privilégier, non seulement pour la question de la chlordécone, mais également pour les pesticides appliqués aujourd'hui sur le terrain. Concernant les milieux aquatiques, on a des avancées sur les milieux d'eau douce et les différents milieux marins, sur la forte contamination rapide des organismes, même en conditions où la teneur en chlordécone dans les eaux est relativement faible, avec des transferts qui sont généralisés dans l'ensemble des réseaux trophiques. On a eu une présentation intéressante qui montre l'intérêt pour la bioindication des biofilms dans le contexte particulier des rivières antillaises, et également des informations sur la possibilité de décontaminer des organismes en aquaculture, même si, en termes de faisabilité, ceci reste à approfondir. Sur le volet biodégradation et rémédiation, donc on a une confirmation que la dégradation dans les conditions in situ est très lente, mais les résultats qui ont été présentés aujourd'hui montrent des nouvelles avancées sur l'existence dans des conditions particulières en milieu anaérobie, d'un potentiel de dégradation et de formation de dérivés qui sont dans un stade beaucoup plus avancé en termes d'étapes de dégradation de la molécule, avec une ouverture du cycle bisomocubane, et donc des perspectives en termes de potentiel de dégradation qui restent à valider en termes de faisabilité et d'opérationnalité sur le terrain. Et sur les techniques in situ, testées in situ, notamment sur les techniques d'ISCR, où là peut-être qu'il faudra discuter des processus qui sont en jeu. On a parlé surtout de procédés physico-chimiques, mais en fait, il est très bien possible que des processus microbiens interviennent aussi dans ces conditions-là. On a un abattement des concentrations chlordécone qui est validé, et les résultats qui ont été présentés montrent une réduction des transferts sol-plante avec des questions qui demeurent. Je vais passer la parole à Jean-Pierre pour la partie session 2, puis après on va... Donc concernant la session 2, ce qui ressortait comme fait marquant concernant le transfert du chlordécone dans les végétaux, on retient le fait que cette chlordécone dépend majoritairement de la concentration dans le sol, du type de sol, des espèces cultivées et des tissus consommés, avec un gradient racines, tubercules, tiges, feuilles et fruits. Concernant la contamination des animaux d'élevage, l'essentiel des présentations était sur ruminants et volailles, avec, je dirais comme point majeur, c'est que c'est le sol pollué qui est la source principale de contamination des tissus animaux. On a vu la présentation de plusieurs données toxicocinétiques qui permettent d'établir un lien entre l'exposition et les concentrations tissulaires, dans les concentrations en chlordécone dans les tissus ou dans les produits animaux, et les données qu'on a vues concernaient
le muscle, le gras, le foie et les œufs, avec le foie comme tissu cible, et que on pouvait avoir des mesures de décontamination, et que ça permettait d'avoir une idée du temps de retrait nécessaire pour arriver à des niveaux acceptables de résidus dans les tissus consommables. Et on a vu aussi quelques données sur les métabolites, même si ces données sont, je dirais, relativement fragmentaires concernant les animaux et l'expérimentation animale. Concernant la rétention et la séquestration, on a vu que les demi-vies pour le chlordécone la demi-vie était lente, plusieurs mois pour la plupart des espèces, et que l'usage d'agents de séquestration tels que le charbon actif était peu ou pas efficace dans l'alimentation, mais que on avait quelques résultats intéressants lorsque le charbon était épandu sur le sol. Et concernant la contamination des denrées, ont été présentés un résumé avec l'étude Canary de plus de 10 000 données, et avec comme élément à retenir l'écart qu'il pouvait y avoir de 1 à 1000 selon les sources d'approvisionnement pour les denrées animales, et donc les conséquences en termes d'exposition du consommateur. Donc pour les questions de recherche. Voilà, bon, donc c'est juste pour lancer un peu la discussion, on va pas trop monopoliser la parole sur la question de la réduction des transferts entre les compartiments, notamment entre les milieux terrestres et aquatiques. Quel levier a-t-on aujourd'hui pour réduire ces transferts? En termes de milieu terrestre, la question qui est sous-jacente à ce qui a été un petit peu présenté, c'est quelles pratiques agricoles pour réduire la mobilité et la biodisponibilité dans les sols? Et ça concerne le chlordécone, mais aussi les métabolites qui semblent exister, même si pour l'instant on les a pas encore trop mesurés in situ. Ça commence depuis quelques années. En termes de techniques ou de stratégie, on a mentionné des techniques de séquestration via des apports d'amendements organiques. Quelle est leur réelle efficacité in situ? Quelle est leur durabilité? Donc ça, c'est des choses qu'il faut creuser, à mon avis. Sur la biodégradation, on a eu plusieurs exposés qui nous montrent qu'il y a un potentiel qui était, pour l'instant, peu mis en évidence. Donc c'est des choses qui sont de réelles avancées, mais quelle efficacité, quelle faisabilité? Et les questions qui ont été posées aussi, c'est les risques posés par les métabolites qui peuvent être nombreux et variés en termes de propriétés physico-chimiques. Sur les milieux aquatiques, il y a des vraies questions sur la vulnérabilité des réseaux trophiques, que ce soit en eau douce, mais dans les différents milieux marins, mangroves, massifs coralliens, récifs. Et puis, un déficit de connaissances qui a émergé lors de plusieurs discussions sur le continuum terrestre, milieu marin, avec un rôle probablement important des zones intertidales, celle des sédiments, des formes dissoutes ou des matières en suspension dans la contamination de la chaîne trophique. Il y a un besoin qui nous apparaît important sur le suivi des différentes espèces marines ou aquatiques et la dynamique temporelle de la contamination, et puis de valider l'opérationnalité de la bioindication, puisque c'est une méthode qui pourrait être intéressante pour faire de la surveillance. Il y a des besoins sur des aspects toxicocinétiques sur les espèces aquatiques et de valider la possibilité de décontamination des espèces consommées avec la prise en compte d'une variabilité entre les espèces de poissons par exemple ou d'autres espèces aquatiques qui sont utilisées par la pêche. Et les questions de recherche par rapport à la chaîne alimentaire, donc qui tournent autour de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire l'exposition au chlordécone. Ce qui est apparu, alors il y a eu, je dirais, une discussion qui est restée en plan sur les LMR et que on va avoir, j'espère, le temps d'aborder et de clarifier. Moi j'ai retenu aussi la question autour des VTR, c'est-à-dire est-ce qu'il faut les revoir, et visiblement l'ANSES a déjà entamé la réflexion là-dessus,
Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des VTR qui seraient basés non plus sur l'expérimentation animale, mais sur les données qui résultent des études épidémiologiques chez l'homme. Une question qui a émergé, alors je ne sais pas si c'est une question de recherche, mais en tout cas, elle a été soulignée, c'est comment on pouvait rendre plus sûrs les circuits informels de consommation, et est-ce qu'il fallait ouvrir l'accès aux analyses à des, je dis, là il s'agit pas de producteurs, il s'agit, je dirais, d'autoconsommation. Comment communiquer sur, c'était la question de Luc Multinier sur la communication autour des zones contaminées versus zones non contaminées. Comment concrètement on traite ces questions-là? La prise en compte des métabolites, c'est à la fois la prise en compte en termes d'exposition à ces métabolites et en termes de dangers qu'ils peuvent représenter. Et les métabolites dont il est question ici sont pas forcément les mêmes métabolites que ceux qui sont formés par les micro-organismes du sol. Et la sécurisation des systèmes de production, on a vu que il fallait absolument limiter l'ingestion de sol. C'est vrai pour les ruminants, c'est vrai pour la volaille, mais comment on peut limiter cette ingestion de sol? On voit que les marges de manœuvre sont quand même étroites. Dans quelle mesure peut-on décontaminer les animaux contaminés? Est-ce que ça relève de la formation, de l'éducation? Comment on gère les déjections justement dans le cas de ces animaux contaminés qu'on souhaiterait pouvoir décontaminer pour faire baisser les niveaux de résidus? Et est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer un délai d'attente qui, dans un certain nombre de cas, serait autour de 1 an? Comment on pourrait instaurer un type de délai d'attente de cette nature? Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation de filière et d'investissement? Et dernière diapo qui me paraît très importante, c'est des besoins qui semblent émerger de façon commune, notamment sur des travaux qui nécessitent de réfléchir à l'échelle des territoires, qui sont les échelles où l'action, à la fois pour la recherche et la mise en œuvre de solutions, est à privilégier. On a vu qu'il y avait des besoins sur des liens nécessaires entre l'agronomie au sens large, donc pratique culturelle, pratique d'élevage, et impact sur les milieux, et sur les milieux, notamment le milieu aquatique, mais pas seulement. Recherche participative, donc on a besoin d'interagir avec les acteurs des territoires pour que les solutions soient trouvées à l'échelle des territoires. On n'a pas mentionné, mais les observatoires dont on a parlé, qui sont plutôt dédiés pour l'instant à la compréhension des transferts des sols vers les milieux aquatiques, pourraient servir aussi de zone atelier pour tester des solutions en grandeur nature avec les acteurs. Mais c'est pas forcément seulement ces observatoires-là. En tout cas, il y a un besoin d'aller à cette échelle-là. Et quelque chose qui est très peu présent dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'absence des SHS dans les études qui ont été évoquées aujourd'hui. Et ça, c'est un besoin, par exemple, pour l'évaluation des coûts, de la faisabilité, l'acceptabilité des différentes solutions qu'on pourra proposer.